Ben, OK. Donc, on va terminer cette séance par l'allocation dynamique. Donc, ça c'est le chapitre sur les pointeurs qu'on a déjà entamé. Donc, je vous le rappelle, le chapitre 6 sur les pointeurs, on a déjà entamé ça, on l'a presque terminé. Je me rappelle très bien, la dernière fois, on s'est arrêté au niveau de l'allocation dynamique de la mémoire. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Au début de la séance, on va parler d'allocation dynamique de la mémoire. Plus précisément, on va parler de tableau dynamique. Ensuite, on va passer à une deuxième partie, voilà, un nouveau chapitre, mais ça va être très bref, vous allez voir. On va parler de structure, donc tout un chapitre pour parler des détails relatifs aux structures. Donc, je commence l'allocation dynamique. Donc, l'école, on l'a déjà fait. J'attaque directement la partie allocation dynamique. Voilà. Donc, on s'est arrêté là la dernière fois. Ben, regardez, lorsqu'on parle de tableau, de façon générale, comment on a fait jusque-là la déclaration d'un tableau? On précise, ça c'est la syntaxe avec initialisation. Les entiers, un tableau d'entiers, donc on précise le type, le nom du tableau, le nombre d'éléments du tableau et une initialisation. Mais bon, on n'est pas obligé de faire l'initialisation du tableau au moment de la déclaration. Mais pour vous dire, c'est qu'on est en train de quoi? On est en train de réserver au moment de la déclaration de l'espace mémoire pour stocker 10 entiers. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, le nombre de taille, voilà, la taille du tableau, c'est bien 10. Donc, le compilateur, il va par la suite réserver 10 cases mémoire. Cases mémoire, vous savez très bien, on a parlé de ça au début de l'année, chaque case mémoire, elle va avoir une taille en fonction de quoi? En fonction de l'objet qu'elle va contenir. Les entiers ont une taille, possèdent une taille, les caractères une taille, etc. etc. Donc, on a la fonction, je l'ai déjà présenté, je me rappelle au début de l'année, on a la fonction size of qui vous donne la taille d'un objet en précisant son type. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez tester n'importe quel type pour voir. Bon, généralement, c'est pour les entiers, vous allez avoir 4 octets, si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûre. Sur ma machine, je pense que c'est. Après, alors, ça peut dépendre de la machine, bien évidemment, du compilateur, la version, etc. etc. D'accord? Donc, bref, donc pour vous dire, au moment de la déclaration, on va préciser 10 éléments pour 10 cases pour stocker des entiers, non pas des réels. D'accord? Donc, en réalité, on a réservé, on a utilisé combien de cases? On a utilisé 5 cases. Seulement 5 cases. D'accord? Donc, l'inconvénient de cette déclaration, c'est qu'on va faire de gaspillage de la mémoire. Donc, nous avons ici des données dont nous ne pouvons pas prévoir le nombre et la grandeur lors de la programmation. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand je vais écrire mon programme, quand j'écris mon programme, on n'est pas sûr du nombre de cases que l'utilisateur va finalement utiliser. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On réserve une taille maximale. Prenons le max. Donc, je vais dire en max, je vais utiliser, parfois on utilise 100 cases comme taille max. Mais en réalité, on ne va pas les utiliser, ce nombre de cases. Donc, le problème qui a un autre inconvénient, c'est que par la suite, si je veux ajouter des cases mémoire, je ne vais pas pouvoir le faire. Est-ce que vous comprenez? Une fois j'ai réservé un tableau de 10 éléments, je ne vais plus pouvoir. Donc là, il faut trouver une solution. On va réserver donc toujours de l'espace mémoire, c'est ce que j'étais en train de dire. Ceci, il va impliquer du gaspillage de la mémoire. Donc, je suppose que vous avez compris le principe. Donc, il nous faut un moyen de gérer la mémoire lors de l'exécution du programme. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de réserver de l'espace mémoire, non pas au moment de la déclaration, ça se fait au moment de la déclaration. Donc, la solution, c'est de réserver l'espace au moment de l'exécution du programme. Lorsque le programme il va s'exécuter avec un premier utilisateur, cet utilisateur, il aura juste besoin de 10 cases. Un autre utilisateur, il a juste besoin de 100 cases. Chacun a son besoin. Et ce besoin-là, il va être différent d'un utilisateur à un autre. Donc, c'est ça la solution qu'on veut avoir, donc une solution un peu générale, quoi.
Donc, on va réserver l'espace mémoire au moment de l'exécution et non pas au moment de la déclaration. Donc, cette solution-là, c'est une allocation dynamique. On parle d'allocation dynamique de la mémoire. Donc, précisément une allocation dynamique, ça désigne, bon, pour pouvoir sélectionner, pour que vous puissiez un peu suivre. Donc, l'allocation dynamique, finalement, ça désigne le fait qu'une variable est allouée dynamiquement au cours de l'exécution du programme. On va lui réserver de l'espace mémoire au moment de l'exécution, non pas au moment de la déclaration. Donc, pour ça, le langage C, il met à notre disposition la fonction sizeOf que j'ai déjà présentée, qui va nous permettre d'effectuer le calcul de la taille nécessaire. C'est cette fonction-là qui va nous dire la taille nécessaire pour stocker un entier, taille nécessaire pour stocker un réel, etc. Taille nécessaire pour stocker un caractère. Donc, toutes ces fonctions de gestion dynamique de la mémoire, on va utiliser une autre fonction, malloc. On va voir, je vais la présenter tout de suite ici. Malloc est free. Elle se trouve dans la bibliothèque stdlib. Donc, n'oubliez pas, quand vous allez faire de l'allocation dynamique de la mémoire, on va utiliser ces deux fonctions. N'oubliez pas de faire d'inclure stdlib.h. Donc, comment va-t-on faire tout ça? Donc, on va faire l'allocation à travers, comme j'étais en train de le dire, cette fonction-là, malloc. OK? Donc, sa syntaxe, elle est la suivante. C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est qu'elle va nous permettre de réserver de la mémoire au cours du programme, au cours d'exécution d'un programme, pour être plus précise. D'accord? Elle va nous permettre de réserver un espace mémoire au cours de l'exécution d'un programme. La syntaxe est la suivante. Simplement, malloc, c'est une fonction. Donc, le paramètre, c'est tout simplement le nombre. Regardez, elle fournit, on va parler de qu'est-ce qu'elle va nous fournir, mais l'essentiel, le n, c'est le nombre d'octets en termes d'octets. Hein. Vous allez préciser paramètre en termes de nombre d'octets libre. Bon, je suis en train de préciser que retourne la fonction. Mais bon, je vais parler de ça. Donc, le paramètre, je répète, le paramètre, j'ai besoin de réserver l'espace mémoire pour deux entiers. D'accord? Je mets sizeOf quoi? Si je veux stocker deux entiers. Par exemple, hein, qu'est-ce que je vais mettre? malloc. Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne vais pas mettre 2. On ne va pas mettre 2. Est-ce qu'on connaît le nombre d'octets réservés pour un entier? Est-ce qu'on le connaît? Donc, pour être sûr, on va utiliser sizeOf. SizeOf int. Donc, sizeOf int, elle va nous retourner le nombre d'octets nécessaires pour la réservation d'un entier. Qu'est-ce que je dois rajouter? Qu'est-ce que je dois... x2. x2, très bien, tout simplement. Tout simplement. Donc là, c'est pour réserver un espace mémoire relatif à deux entiers, tout simplement. D'accord? Si je veux stocker 3, de façon générale, on va faire fois n. Si on veut stocker n entier. Et n entier, d'après vous, ça va être quoi? Ça va matérialiser quoi, les n entiers? On peut le considérer en tant que tableau de n entier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Si on a besoin de réserver de l'espace mémoire, de faire de l'allocation dynamique d'un tableau composé de n entier, on va faire tout simplement malloc sizeOf int fois n. OK? C'est l'idée, c'est ça l'idée. Que retourne la question? Que retourne plus précisément, je me trouve directement sizeOf, le nombre, si vous le connaissez. Mais pour que le mieux, c'est d'utiliser sizeOf. Pourquoi? Pour avoir un code qui est portable. Qui m'a dit tout à l'heure, femme a des caractéristiques en ce qui concerne la gestion de la mémoire. Ça dépend des caractéristiques de la machine, ça dépend du système, ça dépend de la machine. Donc, pour avoir un code portable, par exemple, 4,
Ouais, sur ta machine, c'est 4. Sur la mienne, par exemple, je dis peut-être n'importe quoi, c'est 2. Donc, on va avoir un conflit, un problème si j'en fais tourner le même programme sur 2 machines différentes. Donc, pour avoir un code qui est portable, qui fonctionne dans quelle que soit la machine et son système et tout, ses caractéristiques, il vaut mieux, comme l'utilité d'utiliser size of comme fonction beaucoup plus que d'indiquer directement la valeur en termes d'octets. Est-ce que c'est clair? D'abord fait, يا جماعة? Oui, madame. Très bien. Ok. Je termine alors. Donc, ça c'est d'une part. Donc, le paramètre de malloc, vous précisez, je pense que c'est clair, le paramètre. Ça, j'étais en train d'expliquer le paramètre de malloc. Le retour, qu'est-ce qu'elle retourne cette fonction? Elle va nous retourner, regardez, l'adresse d'un bloc mémoire de un octet libre ou la valeur 0 s'il n'y a pas assez de mémoire. Donc, si vous avez de l'espace mémoire, si la machine, le système, il va retourner, il va retrouver de l'espace mémoire que vous avez demandé. Cette fonction, elle va vous retourner un pointeur sur la première case mémoire. D'accord? Donc, si vous avez ça, je fais. Donc, un bloc mémoire. Elle va vous retourner. Regarde ce qu'elle va vous retourner. Mémoire. Donc, organisée sous forme de case mémoire. Fonction de la taille que vous avez précisée. Là, cette fonction, elle va vous retourner un pointeur, P, disant P, qui pointe sur quoi? Qui pointe sur cette première case. Celle-ci. Tout simplement. Et dans le cas où, comme j'étais en train de le dire, il y a assez de mémoire. Alors, pourquoi cette fonction peut ne pas... le système, généralement, c'est très rare. La mémoire, elle est disponible. Mais, ceci n'empêche, on peut avoir des problèmes de mémoire. Quand vous n'avez pas assez de mémoire, cette fonction, elle va vous retourner nul, la valeur nulle ou 0. Vous savez très bien, on a déjà parlé de ça. Un pointeur qui ne pointe nulle part, il contient la valeur nulle. Est-ce que vous vous rappelez de ça? D'accord? Je vous rappelle, quand un pointeur, ou bien 0. Ou bien 0. D'accord? Dans le cas où il n'y a pas, le système n'arrive pas à vous allouer un espace mémoire. Sinon, il va vous retourner un pointeur sur cette première case. Pour passer à la case suivante, il suffit de faire quoi? Le Fordo, c'est bon, il nous a réservé un bloc mémoire. On a un pointeur. Donc, par la suite, on va faire quoi? On va faire P égale. P égale pour récupérer précisément pour avoir accès à la première case. Donc, P contient l'adresse il pointe l'adresse de la première case. Pour manipuler, pour accéder à la deuxième case, il suffit de faire quoi? Deuxième, troisième, quatrième. P plus 1. Il suffit. Voilà, P plus 1. Donc, P plus plus. Vous allez avancer pour accéder à la case suivante. Tout simplement. Donc, c'est la logique d'un tableau finalement. Vous allez créer, manipuler un tableau. Tout simplement. Donc, voilà un exemple. Donc, on va déclarer un pointeur sur un entier, int étoile P. On va faire un malloc size of int, comme j'étais en train de le faire, alloue un espace mémoire pouvant contenir un entier et affecte son adresse à P. Donc, on a fait P égale. Donc, si nous voulons réserver de l'espace mémoire pour les données d'un type dont la grandeur varie d'une machine. Et ça, j'étais en train de l'expliquer, d'une machine à l'autre. Donc, nous avons besoin de la grandeur effective, de la taille réelle d'une donnée de ce type. Donc, avec Alech, on utilise la fonction sizeOf pour assurer ou préserver la portabilité de votre programme. Donc, vous allez pouvoir l'exécuter, l'utiliser avec des machines différentes, avec des systèmes différents, etc. Donc, voilà. Une fois que vous avez terminé, donc on a fait de l'allocation dynamique de façon explicite. On a réservé la mémoire. Ce n'est pas le système qui a fait ça pour nous. On a réservé de la mémoire de façon explicite. Donc, pour ça, il faut faire la libération
également de la mémoire. Donc, on parle de libération de la mémoire, kif de façon explicite. Qui fait, la libération. Une fois, vous n'avez plus besoin d'utiliser ce bloc mémoire, vous n'avez plus, ça y est, il faut le libérer. Il faut le libérer. Mais j'insiste bien dans le cas où on n'a plus besoin. Le libérer, c'est-à-dire faire appel à la fonction free. Tout simplement, free, le paramètre CP. C'est le pointeur que la fonction malloc vous a retourné tout à l'heure, tout simplement. Donc, quand on fait un malloc explicite, il faudra faire un free. Bien évidemment, si vous ne le faites pas, quand est-ce que ça va se faire? Quand vous ne faites pas une libération explicite de ce bloc mémoire. Quand est-ce que la mémoire, ce bloc, il va être libéré? D'après vous, est-ce que vous avez une idée? وقت اللي الميموار ما انتهت فدو تيك فاصون يولي خارج نول. لا وقت Lorsque اللي tout vous aurez simplement mis fin au programme, à l'exécution du programme. Qui était en train de parler? Aguib, Allez, vas-y. J'ai pas bien entendu, j'ai pas bien compris. lorsque vous aurez mis fin à l'exécution du programme. À l'exécution du programme? Oui. À l'exécution du programme, mais j'ai pas bien compris la question. À l'exécution du programme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous aurez mis fin à l'exécution du programme? Oui, c'est pas une question, mais plutôt ce que vous avez dit, c'est ça, je cherche de répondre. J'ai pas bien compris. Est-ce que tu me poses une question ou bien tu me donnes la réponse à ma question? La réponse? La réponse? Oui. J'ai pas bien compris ta réponse alors. C'est à quel moment précis de l'exécution du programme on fait la libération, elle va se produire? Lorsque vous aurez mis fin à l'exécution du programme. Ah, d'accord. Excuse-moi, j'ai pas bien. D'accord. Tu veux dire à la fin de l'exécution du programme? Tout à fait, oui, tout à fait. Merci. Excuse-moi, j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Oui, tout à fait. C'est ça la réponse. Donc, une fois vous avez arrêté le programme, il s'arrête. Le bloc mémoire, il va être libéré. D'accord. Donc, mais c'est ça, vous l'avez pas fait. C'est pas le développeur qui a fait, le programmeur, il a fait une libération explicite. C'est plutôt l'arrêt du programme qui a provoqué cette libération-là. D'accord? Oui, tout à fait. Donc, le mieux, c'est de faire un free. Si vous avez fait un malloc, il faut faire un free avec. J'ai un écho là. C'est bon jusque-là? C'est bon? Donc, tout ça va nous permettre de parler de tableau dynamique. Donc, vous allez constater au premier TP, lorsqu'on utilise des tableaux, on utilise des tableaux statiques. Donc, à partir de maintenant, et selon le besoin, vous pouvez utiliser des tableaux dynamiques. Donc, les tableaux dynamiques, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il suffit de faire finalement ça. Il suffit de comprendre ça. D'accord? Donc, on va déclarer, j'ai là une fonction qui permet de remplir et d'afficher un tableau, mais ce tableau-là, il est créé de façon dynamique. Donc, je déclare un t en tant que pointeur sur int, ok? Ensuite, je fais la saisie, je demande la saisie de n, printf, scanf. Je fais t égale, je vais expliquer ça par la suite, ce qu'on a fait tout à l'heure, malloc de size of int multiplié par n. Donc, n, elle va être introduite au moment de l'exécution. Donc, la réservation du bloc mémoire, elle va être au moment de l'exécution en fonction de la taille que l'utilisateur a introduite. D'accord? Donc, avec Alech, on parle d'une gestion dynamique. Donc, voilà, c'est tout. Donc, pour être plus rigoureux ou rigoureuse, si vous voulez, il faut faire un test. Je ne l'ai pas fait à ce niveau. Quel est le test qu'il faudra faire, qu'il vaut mieux
faire à ce niveau-là, quand vous avez T, si vous avez fait ça, T égale, bon là, on n'a plus besoin de ça. Donc, le mieux, c'est de faire if T égale nul. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'on va écrire? Pas de mémoire. Voilà, pas de mémoire disponible. Pas de mémoire disponible. D'accord? Else, on va faire tout ça. On va travailler. D'accord? Bon, et là, je ne l'ai pas fait parce que pour ne pas avoir un code assez lent qui va se couper. Donc, j'ai préféré ne pas le faire. Mais là, que je vous donne je vous fais ça sous forme de remarque. Donc, n'oubliez pas, le mieux, c'est d'inclure ce test-là pour précisément tester si vous avez assez de mémoire pour travailler. Donc, voilà, par la suite, c'est quoi, là, cette boucle-là? C'est la saisie d'un tableau. Et là, c'est l'affichage d'un tableau. Et à la fin, j'ai fait un free. Une fois que j'ai terminé, bon, ça, c'est un exemple pour vous montrer juste remplissage, affichage, mais en réalité, vous allez faire un traitement sur votre tableau, un traitement particulier, et à la fin, vous allez libérer votre tableau. OK? C'est bon jusque-là? Ben, voilà, cette fonction-là, j'ai rajouté ça, int et étoile. Oui. لا مدام جوست باش نقول لك شو معناتها انت توال. Je vais parler de ça. Ben, allez, je vais parler de ça. Je vais reprendre, j'ai la remarque. Ben, regardez, cette fois, je vais passer à la définition si vous avez compris ça. Donc, je vais écrire tout ça sous forme de fonction. Donc, on va écrire une fonction qui permet de créer dynamiquement un tableau de n entier et de le retourner. Donc, le tableau, il va être créé par la fonction. Il va être retourné. Donc, cette fonction, comme elle va retourner un tableau, donc le type retourné, c'est int étoile. Vous avez bien compris, donc un tableau, il peut être représenté par un pointeur sur un entier que vous allez pouvoir parcourir par la suite. Donc, n, c'est la taille de notre mémoire. Donc, la déclaration de tout à l'heure, on va créer un pointeur sur un entier. On va réserver de l'espace mémoire comme tout à l'heure. C'est exactement le même travail. C'est juste pour vous dire, c'est que vous pouvez écrire une fonction qui retourne un tableau. Donc, ça va être sous cette forme-là. Le type retourné, int étoile. Et surtout, n'oubliez pas le return, c'est à la fin. Donc, vous retournez quoi finalement, Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Vous retournez quoi? Votre fonction, elle retourne quoi? Précisément. Un pointeur. Oui, sur quoi? L'adresse بتاع شنو؟ Essayez de parler un peu plus fort. L'adresse بتاع الكاز بتاع التابلو. C'est donc elle vous retourne. Je connais tout à l'heure. Regardez bien le T. Il est là. Je connais tout à l'heure. Elle retourne quoi? Elle retourne l'adresse de la première case, oui, du bloc que vous avez réservé, tout simplement. C'est ça la réponse. Très bien. Fahemna? Tout simplement. Donc, c'est l'adresse de la première case. Donc, c'est votre tableau que vous allez pouvoir le parcourir, manipuler, faire ce que vous voulez par la suite. Donc, j'explique le int étoile là. Donc, si vous avez réservé un espace mémoire réservé à des entiers, vous allez écrire, vous pouvez rajouter ça, mais ça, c'est plus obligatoire. Sur ma machine. Bon, testez de votre cas, mais à ma connaissance, on n'a plus besoin de rajouter ça. Ça, je vous explique. J'ai préféré vous la mettre, mais signaler en même temps, c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que dans la majorité des références, des livres sur Internet, vous allez retrouver toujours ce casting. C'est un opérateur de cast. Il va forcer le type de retour de malloc au type du pointeur que vous avez précisé. Pourquoi? Je vous explique. Cette fonction, elle vous retourne, on va dire, un pointeur générique, général. D'accord? Qu'il faudra convertir selon le type que vous voulez.
Si vous travaillez, si vous voulez un espace mémoire pour les entiers, il faudra forcer le type vers des entiers. Si vous travaillez sur des réels, il suffit de faire float, etc. Donc, mais tout ça, c'est plus obligatoire. Testez et regardez si ça marche. Et là, sur ma machine, j'ai pas besoin de faire ça et ça marche pour moi et j'ai pas de problème ni de conflit ni de rien du tout. D'accord? Testez de votre côté. Si ça marche pas, si vous avez des problèmes, rajoutez cet opérateur pour forcer le retour. Donc, c'est un transtypage. C'est le transtypage, c'est la conversion d'un type à un autre. Donc, là, malloc, elle retourne un pointeur de type, on va dire, général. Vous allez le convertir en quelque sorte vers un pointeur qui pointe sur un entier ou qui pointe sur un réel. D'accord? C'est bon, Yajmia? C'est bon pour tout le monde? Voilà, donc testez, dites-moi un tour de votre côté sur si quelqu'un a un problème sans ce transtypage-là. Fibeli, c'est plus obligatoire de le faire. Avec l'évolution du langage et des compilateurs, on n'a plus besoin de faire ça. Mais voilà, j'ai terminé avec cet aspect d'allocation dynamique de la mémoire. C'est très important. Donc, ceci, ça va nous permettre de parler de tableau dynamique. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, on va reprendre ça quand on va parler la séance prochaine des listes chaînées. Je suppose que vous avez déjà commencé. Vous avez terminé peut-être la notion de liste chaînée. Hein? Qu'est-ce que les listes chaînées? Est-ce que vous pouvez me dire? Avec des tableaux ou avec des pointeurs? في الاي اس دي كيفاش سامحوني؟ في الاي اس دي اي قريبا كملوها comment vous avez implémenté la structure liste chaînée? À partir de quoi et de quoi? comme enregistrement Pointeur. Enregistrement. Les mêmes pointeurs d'enregistrement. Un enregistrement qui contient un champ qui est un pointeur vers l'enregistrement de même type. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi en la séance prochaine. Donc, avec Alech, vous avez parlé d'allocation dynamique et tout en ASD ou pas? Oui. Oui, voilà. Donc, très bien. Donc, j'espère que c'est clair des deux côtés. Vous avez le complément pratique avec le langage C. Donc, avec Alech, on va reprendre, c'est très important de comprendre cette logique de gestion dynamique. Ça va nous permettre le passage par la suite aussi vers la création de listes chaînées. Ben voilà, donc j'ai terminé avec cette notion-là. Oui, تفضل. مدام ارجع لي دقيقة الصفحة اللي قبل. Oui. Ça? مدام معلش في السكانيف ما عملناش سكانيف تي بلس اي بما انه نحن نحكيو على بوينتور لن. Le scanf? Et tu peux faire ça. J'ai présenté la semaine dernière différentes façons de parcourir un tableau. Bon, ça c'est pour les chaînes, mais c'est donc quand je fais ST, je peux utiliser T2I, je peux utiliser étoile P tel que le P il est initialisé par T, le tableau, c'est ça? T2 plus I étoile. Voilà, madame. Tu peux, bien sûr, tu peux. Tu peux utiliser soit l'une, soit l'autre. D'accord? مش الأخرى مدام tout à fait. تمشي في البارتي نتاع ستاتستيك معناها ما تخدمش على البوينتور هذيك. شنيا هدايا؟ لا c'est toujours la même logique راهو c'est toujours la même logique. Quand ça c'est un pointeur sur un entier, c'est vrai. Mais c'est un tableau, on l'utilise ici, comme on a réservé avec cette logique, c'est que tu as compris, bloc N, case mémoire. Donc, c'est un tableau au final. C'est la même chose que tu déclares quand on déclare un tableau de cette façon. Oui.
int t. Je crois là, quand on déclare un tableau, int t de 5. T, c'est un pointeur. C'est un pointeur sur quoi? Est-ce que tu te La rappelles? première case. Voilà, donc elles sont équivalentes, les deux façons de faire. Tu vas te retrouver par la suite à travailler, à avoir la même logique, tout simplement. C'est juste une déclaration statique, l'autre c'est une déclaration, c'est une allocation dynamique. Mais on a toujours le T qui pointe, c'est un pointeur qui pointe sur la première case. Donc, toute cette logique que j'ai présentée la semaine dernière, le formalisme classique, pour la version 2, le formalisme avec étoile P ou bien T plus I et tout, ça reste valable. Que ce soit avec une déclaration statique ou avec une déclaration dynamique, Farfer. Donc, je ne vois pas sinon qui peut poser un problème. Donc, on a T de I, finalement, on a T de I. Je ne sais pas exactement qui te dérange ici. عليه مو خاطر النسخة الكل معناها كل بارتي النسخة اللي كتبها نتاعها معناها بونتو النسخة اللي ديما تكتب فهمتك لا فهمتك voilà c'est ce que j'ai bien compris Habib juste je vérifie bien est-ce que j'ai bien compris ton problème voilà ça reste maintenant la suite هي بيدها le formalisme T de I voilà une fois تخدم اللي تحب l'essentiel les deux déclarations واحدة statique واحدة une déclaration dynamique tout simplement. Mais c'est toujours déclaration اللي بصحكم فيا في الاخر هكا. اي مي ديكلاراسيون لازمك تفهم l'utilité بتاعها en fait. تفهم l'utilité. Aïe. Oui, tout à fait. Mais dans les deux cas, le T voilà le P voilà اللي هو T c'est un pointeur sur la première case dans les deux cas. Donc la suite c'est pareil. OK? Okay, voilà. Ouais. Ok. Voilà, très bien. Donc, je passe. J'espère que tout le monde. Voilà. Donc, un dernier point. De toute façon, je vais faire rapidement. Je vais reprendre ça. Voilà, je peux laisser. On va reprendre ça dans le chapitre sur les structures. Donc, je passe à un chapitre sur les structures. Les structures, c'est les enregistrements en ASD. On appelle ça structure, soit enregistrement. Chapitre 7, les structures ou enregistrement. Donc, ici, vous allez voir, c'est rapide. Je vais faire ça rapidement. C'est pas difficile du tout, surtout que vous avez déjà manipulé les enregistrements. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on a déjà... si vous regardez chapitre, les structures, des objets composés, là où on a parlé de tableaux, de chaînes et tout, je vous ai déjà parlé de structure. Mais là, je vais reprendre avec plus de détails, etc. D'accord? Tous les détails relatifs aux structures en C. Donc, les structures, les définitions, la notion de taille def, l'affectation, structure imbriquée, tableau de structure, pointeur et structure. J'insiste sur ce point, le point 7, ce point-là, c'est exactement, j'ai zappé un point, c'est ce point-là, exactement. Je vais dire la même chose. C'est pas si je l'ai sauté, je vais le reprendre à ce niveau-là. Et là, c'est les structures et passages de paramètres donc dans le cadre de fonctions. Un enregistrement ou une structure, c'est une variable, donc je fais vite, on a déjà présenté ça, vous avez déjà vu ça en ASD, c'est une variable qui va contenir plusieurs valeurs. Les plusieurs valeurs, l'intérêt et l'utilité, c'est que ces valeurs-là, ils vont être de type différent. D'accord? Je peux avoir une valeur de type entier, chaîne de caractères, un tableau, de différents types. Donc, ce qui diffère un tableau d'une structure, dans un tableau, vous avez les éléments, ils sont de même type. Oui ou non? Dans une structure, vous avez des éléments qui sont de type différent. Donc, l'accès à un élément de la structure, il va se faire non pas à travers sa position, comme dans le cas d'un tableau, mais par indication du nom du champ. Donc, on va appeler l'élément d'une structure, c'est un champ, tout simplement. Donc, on va mettre juste le nom. Donc, on sait comment je définis une structure. On sait, vous avez à gauche la syntaxe générale,
Donc, et vous avez à droite directement un exemple. Donc, je passe directement l'exemple. Il suffit de mettre le mot-clé extract, le nom de votre structure, de votre enregistrement. N'oubliez pas les accolades là et le point virgule, d'accord? À l'intérieur, vous allez mettre les différents champs. Donc, on appelle ça, c'est des premiers champs, deuxième champ, etc. Vous pouvez préciser un certain nombre de champs. Bien évidemment, pour chaque champ, on va préciser le type. Donc, vous vous rappelez, j'espère que vous vous rappelez, j'ai déjà présenté cet exemple. Donc, là, qu'est-ce qu'on est en train de définir? Une structure rectangle qui a une largeur et une longueur de type entier. OK? Ça, c'est la définition en C. Ben, ça, c'est une définition d'une structure. Pour travailler avec des variables de type structure, donc deuxième étape, il va falloir déclarer une variable de type structure. Donc la syntaxe de déclaration, vous allez utiliser ça, struct rectangle, c'est ça le type de la structure. Donc struct rectangle, voilà. Et le nom de la variable, ça c'est le nom de la variable. Donc R1, c'est une variable de type struct rectangle, tout simplement. Donc pour accéder aux différents champs, vous allez écrire le nom de la variable, point le nom du champ. Donc, R1, point largeur. Donc, je fais vite parce que c'est simple et vous avez déjà fait ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ben, regardez, donc on a je vais vous présenter la syntaxe, le mot-clé typedef qui va nous permettre de définir un type. Donc, regardez, à chaque fois, j'ai besoin de définir une variable de type rectangle, je suis bien obligée. Je n'ai pas écrit rectangle R1. On a bien écrit struct rectangle. Donc, pour struct rectangle, à chaque fois, on est obligé d'écrire tout ça. Donc, une façon de faciliter, voilà, de raccourcir le nom d'un nouveau type, d'une structure, on va utiliser la fonction typedef qui va permettre au programmeur de définir de nouveaux types. Typedef, on va définir un nouveau type, le mot-clé typedef, struct rectangle, tout ce notre type qu'on veut, c'est juste là, struct rectangle, qu'on va remplacer, qu'on va appeler rectangle tout simplement. Donc notre nouveau type, c'est rectangle. Donc struct, c'est tout, typedef tout simplement. Elle va vous donner la main, le type rectangle est synonyme, à partir de maintenant, rectangle est synonyme à struct rectangle. Donc, à chaque fois, pour déclarer une variable de type rectangle, il suffit d'écrire un rectangle directement. Pas besoin d'écrire à chaque fois. C'est un peu lourd. Alors, vous allez le constater par vous-même par la suite. Struct rectangle, struct rectangle. À chaque fois, pour déclarer une variable de type rectangle, il faut écrire struct rectangle. C'est assez lourd. Donc, là, un moyen de faciliter, de faire des alias, on utilisait cette fonction typedef. Donc voilà, on a un nouveau type qu'on peut définir donc nos variables. Voilà, donc là, à partir de maintenant, une fois que nous avons fait typedef, on peut utiliser donc deux rectangles R1, R2. On peut définir deux variables de type rectangle directement. Donc là, est-ce que c'est clair typedef? Donc j'insiste sur la syntaxe. Une fois vous avez compris, la syntaxe, c'est typedef, le mot-clé. Struct rectangle, le type qu'on veut raccourcir en quelque sorte, à partir duquel on veut définir un nouveau type, on va remplacer par rectangle. En général, on met ça en majuscule, voilà, on change un peu le nom de la structure. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Voilà, réveillez la syntaxe. Ben, donc, à partir de là, une fois vous avez deux variables rectangles, on peut parler, donc pour vous dire, on peut parler d'affectation de structure. Ça veut dire, vous savez très bien ce que ça veut dire une affectation. Vous allez utiliser l'opérateur égal. Donc, ça permet d'affectation. Donc, vous avez deux moyens de faire une affectation. Affectation champ par champ. Est-ce que vous voyez? Donc, on veut affecter les valeurs de R1 dans R2, en quelque sorte. Donc, champ par champ, R2 point longueur égale R1 point longueur, R2 point largeur égale R1 point largeur. Ou bien, le plus simple, c'est de faire une affectation directe. R2 égale R1, tout simplement. Donc, excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me dire quand est-ce qu'il est utile de faire l'affectation champ par champ? Quand est-ce qu'il est utile de faire une affectation directe? Hein?
Est-ce que quelqu'un peut activer كتاب son micro pour me dire? Oui, تفضل نايل. كتاب par exemple les variables نتاع les valeurs نتاع les champs نتاعنا كيف pour les deux variables نوليو نعملو affectation directe. Par contre كان كي يبداو les valeurs نتاع les champs نتاعنا différents نوليو نعملو par champ. Par champ. Voilà, c'est un peu ça la logique. Maintenant, si vous voulez affecter en fait tous les champs, si vous voulez affecter dans R2 exactement les mêmes valeurs de R1 pour tous les champs. Donc, pas la peine de faire ça champ par champ. Vous allez directement faire R2 égale R1. Si vous voulez juste copier des valeurs, seulement certains champs de R1, donc vous utilisez par champ. Vous faites juste l'affectation des champs qui vous intéressent. Les autres, vous les laissez tels qu'ils sont. Ils vont être saisis éventuellement par l'utilisateur par la suite ou autre. D'accord? Voilà, c'est ça. Affectation champ par champ ou affectation directe. Donc, le point suivant, les structures imbriquées, j'ai aussi parlé de ça, mais ça c'est un exemple, je ne sais pas si on va avoir le temps de le présenter, avec l'autre groupe, je l'ai fait, bon, on va voir, donc, on a un peu parlé de ça, donc structure imbriquée, donc vous allez avoir, regardez directement, un champ d'une structure peut être de type structure, d'une autre structure éventuellement. Donc, on parle de structure imbriquée. Donc, l'exemple struct chords, coordonnées, pour dire coordonnées, X et Y, donc les champs de la structure chord, une structure au point, donc qui présente deux champs, le nom, sous forme d'un caractère, et un deuxième champ qui s'intitule coordonnées, qui est de quel type? De type struct chord. D'accord? Là, je n'ai type def pour struct chord, mais on aurait pu le faire. Par contre, j'ai fait un type def pour point. Donc, struct point, je vais directement utiliser le type point. Est-ce que vous voyez? Type def struct point, donc le type point, le nouveau type. D'accord? Donc là, je suis en train de déclarer tout simplement une variable de type point. Donc, P est de type point. P.nom. Ce champ-là, il est de quel type? Caractère. Donc, je lui affecte. C'est juste pour vous montrer l'imbrication de structure. Donc, P.coordonnée, ce champ-là, il est de quel type? Il est de type struct chord. Ce type-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, qui est lui-même une structure. Donc, imbriqué. Donc, pour accéder X et Y d'un point, il suffit d'écrire P.coordonnée.x P.coordonnée.y. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est très important aussi. Donc, là, j'insiste bien sur le fait que P est un point. P.coordonnée, c'est un champ d'un point qui est de type coordonnée, qui est de type struct chord. P.coordonnée.x, de quel type? De type entier. Est-ce que vous êtes d'accord sur tout ça? C'est simple, hein? Si c'est bon, par la suite, l'application, pour que vous ayez les idées claires, on va passer à une application. Ben, une fois vous avez compris qu'il est possible de parler de structure imbriquée, le point suivant, il est aussi possible de parler de tableau de structure. Ça veut dire, à partir de cet exemple, je veux utiliser un tableau de points. Je fais quoi? La syntaxe classique. Excusez-moi, qui nous dit quoi? Qu'il faut déclarer un tableau. Ça, c'est une déclaration statique d'un tableau composé de 10 cases. Les cases, ces cases-là, elles sont de type point. C'est la même déclaration, celle-ci. On a l'habitude de faire. T10. D'accord? Au lieu de faire un tableau d'entier, il est possible de parler d'un tableau de points, tel que point est une structure que vous avez définie. Donc, chaque case, il est très important de comprendre que chaque case, T de I, c'est un point
Ne l'oubliez pas. Donc, OK? Donc, T de I.nom, vous avez pour accéder. Pour accéder au nom d'un point, d'une case, un point qui est une case de notre tableau, T de I.coordonnée.x, comme on l'a expliqué tout à l'heure, T de I.coordonnée.y pour accéder donc à l'abscisse et à l'ordonnée d'un point dans un tableau. Je pense que vous avez fait tout ça en ASD, donc allez, j'essaie de faire vite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et là, bon, j'ai presque terminé avec ça rapidement. Inch'Allah, on arrivera à faire l'application, une petite application de cet exemple-là. Ben, kiff, donc le point que j'ai zappé tout à l'heure, c'est ce point-là. C'est juste, c'était sur la structure personne, et là, je me base sur la structure rectangle. Donc, pointeur et structure. Il est possible de déclarer une variable de type pointeur vers une structure. On va voir dans quel cas précisément on fait ça. D'accord? Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'une fois que vous avez un pointeur sur structure, là où il y a un côté syntaxique qui va changer. Donc, il faut faire attention à ça. Ben, regardez, suivez-moi. Ça, c'est un exemple. Regardez, je fais rectangle R. Ça veut dire quoi? R, je n'ai pas changé. Depuis la semaine dernière, j'ai corrigé, mais ça, j'ai oublié de le corriger. Donc, R, c'est une variable de quel type? De type rectangle. On est bien d'accord. Quand je fais ça, rectangle étoile, R1. Kiff, ça, c'est R1, c'est pas P1. R1, c'est pas une variable de type rectangle. C'est plutôt un pointeur vers une variable de type rectangle. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Loli, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Donc, les deux déclarations, elles sont un peu différentes. R, c'est une variable de type rectangle. R1, c'est un pointeur vers une variable de type rectangle. Donc, quand je fais ça, R1, comme c'est un pointeur, donc il va prendre, c'est toujours cet exemple, hein, une adresse de R. Il prend l'adresse de R. Donc, faites attention. Si vous voulez manipuler les champs, largeur, longueur, n'importe quel champ d'une structure que vous avez déclarée en tant que pointeur sur cette structure-là, d'habitude, on fait quoi? On fait autrement. À partir de R, cette variable-là, pour accéder aux largeurs, je fais R, je crois tout à l'heure, point largeur. Bon, je vais pas compter R, point large. À partir de R1, c'est un pointeur sur variable. Donc, ça, c'est faux. C'est pas R1 point large. Je connais pas, c'est quoi la syntaxe correcte? Hein? Qui peut me corriger? Étoile chapeau, R1, point large. Étoile ou parenthèse. Voilà, très bien. Ça, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la deviner à partir de ce que nous avons déjà vu sur les entiers. Est-ce que vous vous rappelez, quand je fais int étoile x, d'accord? Pour x, c'est un pointeur sur un entier. Donc, pour manipuler la variable pointée par x, on a fait ça. Est-ce que vous vous rappelez? Le chapitre précédent. C'est ça la logique. Donc, R1, mais on ne fait pas R1 point, on fait étoile de R1 point. D'accord? Sauf que là, je nature une meilleure syntaxe. Donc, l'équivalent à cette syntaxe-là, vous allez le retrouver ici. Donc, l'équivalent à ça, c'est R1, remplacer le point par flèche, tout simplement. D'accord? Vous allez écrire R1. Soustraction est supérieure ou inférieure et large, tout simplement. Quand vous avez un pointeur sur une structure, c'est mieux, vous allez voir. Donc, je vous recommande d'utiliser celle-ci, cette syntaxe-là. Vous allez voir pourquoi, lorsqu'on va parler de fonctions, à des fonctions, à l'adresse de ça, tu fais juste ça, l'adresse, mais je veux passer l'adresse de tout ça. Je vais rajouter ça. C'est la même logique. Mais la syntaxe, regardez, elle devient un peu compliquée.
Donc, préférez celle-ci à celle-là. Dans le cas où, nécessairement, vous aurez besoin à certains moments de passer l'adresse. Vous allez voir le cas pratique par la suite. Donc, voilà, il y a des détails que j'ai voulu insister là-dessus. Quand vous avez un pointeur sur une variable, l'accès aux différents champs, vous remplacez le point par la flèche. D'accord? Essayez d'être conscient de ça. Ben, la question qui se pose, pourquoi parle-t-on d'un pointeur sur structure? علاش معناها سامحوني في الكلمة تكسير الراس. Pourquoi utiliser pointeur sur structure? Alors, pourquoi faire lent? Alors qu'on aurait pu tout simplement utiliser une variable. Pourquoi le cas où on est obligé d'utiliser un pointeur sur une structure? C'est ça ce que je voulais dire. Le pourquoi des choses. C'est que l'explication, lorsque le passage vers aux fonctions, vous savez ce que c'est. Donc, à un certain moment, on aura besoin de parler de pointeur sur structure. Donc, je vais vous rappeler ça. Je suis sûre que vous avez un peu deviné la réponse, mais regardez, je prends un exemple simple. Je n'ai pas besoin, cet exemple, le premier exemple, je n'ai pas besoin de parler de pointeur sur structure. J'ai simplement une fonction qui affiche, on va écrire une fonction qui affiche les différents champs d'une variable de type rectangle. Voilà ma fonction, elle ne retourne rien, c'est void, rectangle R, et j'affiche les différents champs. Simplement. R.longueur et R.largeur. D'accord? Madame, Après, oui, تفضل. نجم par exemple في الديكلاراسيون تاع الفونكسيون فنحطوا في عوض الفويد نحطوا rectangle ونحطوا اسم الفونكسيون تاعنا واحد ومن بعد نعملوا return الفاريابل نتاعنا. جي. لهنا tu veux dire est-ce qu'on peut écrire une fonction qui retourne une structure? retourne une structure, oui. Tant qu'il y a un type oui, déclaré. Oui, tout à fait. Mais j'ai compris, la question elle est relative à cette fonction-là. La fonction, elle ne fait qu'afficher, elle ne retourne pas. Je lui passe un paramètre rectangle, elle va juste m'afficher les informations de ce rectangle-là. Oui, mais dans un autre cas, oui, on peut écrire une fonction qui retourne un objet de type rectangle, une variable de type rectangle. Elle va être créée et retournée. Bon, après, peut-être il faudra la retourner sous forme de pointeur. Ok, Naïrza? Oui, madame. D'accord, c'est comme le cas d'un tableau, tout simplement. Ben, l'appel à la fonction. Donc comment il va se faire? Afficher rectangle R1, la variable, c'est le paramètre formel, là c'est le paramètre effectif. Donc on va afficher R1 qui est une variable de type rectangle, tout simplement. D'accord? Par contre là, on veut écrire une fonction qui modifie les champs d'une variable de type rectangle. J'insiste bien, modifie. Donc, essayez de vous rappeler, quand une fonction, elle doit modifier un paramètre, ce paramètre-là, il doit être passé, donc le mode de passage, par référence. Ça veut dire quoi? Sous une forme de pointeur. Donc, pour ça, on parle d'un pointeur, sur une variable de type rectangle. Donc, voilà notre paramètre, cette fois. Rectangle R, rectangle étoile R. C'est un pointeur sur rectangle. Est-ce que vous voyez le cas où on est obligé de parler d'un pointeur sur une structure? C'est ce cas-là, par exemple, quand on passe aux fonctions. Quand on passe aux fonctions, mais surtout quand on a besoin d'écrire une fonction qui modifie les champs d'une structure, qui doit appliquer des modifications. On est bien obligé de passer par la notion de pointeur. D'accord? Donc, voilà votre fonction void, modifier rectangle. Voilà, printf, elle fait la saisie. Elle modifie à travers la saisie d'un utilisateur. Remarquez bien, qu'est-ce qui change là? Je n'ai pas utilisé le point. J'ai utilisé une flèche largeur, flèche longueur, à partir du pointeur R, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Vous suivez? Donc, juste un dernier point. Appel à la fonction.
modifier rectangle. Cette fois, je ne vais pas lui passer R1, qui est une variable de type rectangle. Cette fois, je vais lui passer l'adresse de la variable R1, qui est un rectangle. On doit passer l'adresse là, puisque la fonction, elle accepte comme paramètre un pointeur sur rectangle. C'est exactement le même cas sur les entiers, quand on modifie les entiers. D'accord? On va regarder ça. Dima, je vous invite, peut-être je le redis, faites attention à chaque fois, vous faites les TP, quand vous allez faire les TP, est-ce que vous avez des paramètres qui doivent être modifiés? D'accord? Donc, à chaque fois, vous avez des paramètres qui vont être modifiés. Là où il faut les passer, j'ai vu des erreurs, j'ai parcouru un peu Mifel, cet exercice-là, j'attire votre attention sur ça. Les objets structurés, le devoir 2, je pense, devoir 2, ceux qui ont travaillé, TP2, voilà, TP2. Voilà. Fibeli, permet de supprimer, voilà, suppression, une fonction qui permet de supprimer d'un tableau T d'entier un élément à partir de sa position. Vous avez un paramètre n, vous allez écrire une fonction qui accepte comme paramètre le T, d'accord, la position de l'élément à supprimer, et aussi la taille, déclaration statique et tout, donc la taille de votre tableau, n. Donc ce n-là, quand vous allez supprimer un tableau, un élément d'un tableau, la taille, elle doit être réduite, vous allez faire n qui reçoit n-1. Faites attention, j'ai vu, il y a ceux qui ont travaillé, ils ont fait n égale n-1, sauf il faut que le n soit passé sous forme de pointeur pour que réellement vous récupérez la modification au niveau de votre fonction principale. J'insiste bien quand j'ai attiré votre attention sur ça, ceux qui ont fait cette erreur-là, ceux qui n'ont pas encore travaillé, soyez conscients de ça. De même, Fibeli, de même cette fonction fait Hazeda, d'accord? Donc, bon, je ne sais pas si je vais vous mettre les solutions à la fin, mais travaillez à la fonction suppression, n sous forme de pointeur. Je n'amène par la suite, étoile n égale, bon, on n'est pas obligé, le mieux c'est de faire des parenthèses, mais on n'est pas bien obligé de faire ça, sous forme de pointeur. Pour que quand vous passez au test, je vous invite toujours à tester ces cas-là. Travaillez avec N, ceux qui ont fait cette erreur-là. Testez votre fonction. J'ai fait exprès de vous montrer. Testez votre fonction en affichant la nouvelle taille du tableau. Elle ne va pas être réduite. Si votre tableau a 5 éléments, vous avez supprimé N, soit N-1, vous allez toujours avoir un tableau à 5 éléments. Non, ça c'est faux. D'accord? Donc voilà, j'ai juste voulu faire cette remarque-là. Donc, rapidement, pour les 10 minutes qui restent, à une application, si vous n'avez pas de questions. J'ai terminé avec ça. J'ai terminé donc avec ce support. Comme je l'ai dit au départ, c'est très simple. Il y a plusieurs points, c'est vrai, mais c'est rapide. Ce n'est pas difficile. Donc, je passe structure, l'application sur les structures rapidement. Voilà. C'est bon, Yajmia? Vous suivez? Pas de questions? Je ferme ça. Donc, je vais me baser sur l'exemple, à peu près l'exemple de tout à l'heure. Bon, là, je n'ai pas besoin. J'écris. Voilà, ma structure coordonnée, coord X et Y, type def. Donc, je ne vais pas réexpliquer, on était en train de dire ça. Type def, les coordonnées. Donc, le nouveau type, c'est coord en majuscule. Hein. Je vais remplacer extract coord, ça, par coord en majuscule. Donc, je vais écrire une fonction qui permet d'afficher des coordonnées X et Y à partir d'un objet de type coord. Voilà le paramètre C de type coord. Donc, j'affiche, c'est des entiers, j'affiche l'abscisse et j'affiche l'ordonnée. C'est simple. D'accord? La deuxième fonction,
Je fais vite, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, la deuxième question, une fonction qui permet de saisir les coordonnées d'un point. On n'a pas encore parlé de points. Les coordonnées, d'accord? Donc, deux paramètres, le A et le B, qui vont représenter le X et le Y. Et le C, qui est un paramètre. Donc, regardez, notez bien que le C, je l'ai passé sous forme de pointeur sur corde pour pouvoir modifier ses valeurs, pour pouvoir modifier ses champs, comme j'étais en train de l'expliquer. Donc, c'est décalé, j'en ai fait C flèche X et C flèche Y reçoit A et reçoit B. D'accord? Voilà. Donc, Rana, c'est un pointeur. C'est l'exemple que j'étais en train d'expliquer, le même exemple sur les rectangles. Cet exemple-là. C'est juste à partir de la saisie d'un utilisateur. Ici, c'est à partir de paramètres de la fonction. OK, jusque-là, c'est bon. Donc, on peut tester. Bon, je vais désactiver tout ça. Lire, afficher. À partir de ça, normalement. Je travaille avec Python, du coup, je connais d'accord, j'ai eu un trou de mémoire, les commentaires pour désactiver tout ça. Je travaille, je vous explique, je travaille avec Python beaucoup plus qu'avec C, donc j'ai des trous de mémoire, mais les deux langages, notre bar des saat, voilà, j'ai fait ça, les trois codes, c'est en Python. Donc, vous êtes des informaticiens et vous me comprenez nécessairement. Donc, voilà. Merci de me l'avoir rappelé. J'ai Max P. Undeclared. Bon, là, je mets 3, tout simplement. Voilà. Point C. OK, et voilà. Mais je saisis les points, 12, les cells X et Y, et 5 par exemple, et voilà. Donc la fonction qui permet la saisie, la fonction qui permet d'afficher. Bon, ce sont des déclarations comme inutiles. Comme vous le voyez, j'ai désactivé certaines choses, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, la saisie de X et Y, sous forme de A et B, je fais appel à ma fonction, lire coordonnées, et j'ai affiché le C. Donc, le lire, bien évidemment, les coordonnées, je l'ai déclaré en tant que corde C. C'est l'adresse, puisque on a sous forme de pointeur. L'affichage, c'est C, tout simplement. Dites-moi si ce n'est pas clair. Donc, respectez bien les paramètres, le type des paramètres, ça, vous le savez. Une fonction qui fait la copie. Il y a le cas de Naïs Mokbilika Saaletni. Est-ce qu'on peut écrire une fonction qui retourne un objet, une variable de type structure qu'on vient de créer? Voilà, notre fonction copie, elle accepte comme paramètre C.corde, elle retourne corde. On n'a pas besoin de retourner un pointeur sur corde, c'est de retourner une variable de type corde. Donc, je crée une C1 de type corde. L'affectation champ par champ, quand je directement, je fais ça. Tout ce qu'on était en train de dire, je mets l'affectation de structure. Et je retourne quoi? Je retourne le C1. C'est un objet qui va compter, c'est de type corde, contenant les mêmes valeurs que l'objet passé en paramètre. Donc, on peut la tester. Le deuxième C1 de type corde. Donc, copie de C. Voilà. Est-ce que vous voyez? Print la copie de C. C1, n'oubliez pas que votre fonction, elle retourne à une variable de type corde. Donc, n'oubliez pas de faire C1 égale. Je l'affiche là. Je l'affiche. Tout simplement. Donc là, c'est OK. Rapidement. 12 et 3. Et voilà, donc là, l'affichage initial et la copie de C avec abscisse et ordonnée qui est exactement les mêmes valeurs que les coordonnées d'origine. D'accord? On a une copie de structure. À partir de maintenant, je mets la structure point.
Structure imbriquée. Voici une structure imbriquée. Corde, c'est un champ de la structure point de type corde. Et deuxième champ d'un point, c'est le nom qui est un tableau de caractères. Tout à l'heure, l'exemple du cours, c'était un caractère. Là, c'est un tableau de 5 caractères, par exemple, maximum. Donc, de même, je fais type def struct point point. Donc, pour pouvoir écrire directement point. Sinon, on aurait dû écrire struct point ici, à ce niveau-là. Je fais struct point. On n'a pas plus la peine de faire ça une fois que vous avez fait un type def à partir de struct point. Ben, la même remarque, donc, on va écrire une fonction qui permet de lire un point, une fonction, bon, on va l'afficher qui est plus simple. Afficher un point, donc je passe en paramètre P qui se forme de point. Donc, printf le point. Afficher un point, ça revient à faire quoi? Je connais quoi les? Hein? Afficher un point. Ça revient à afficher les différents champs du point. Je nomme les différents champs. Corde et non. D'accord? Corde et non. Donc, afficher corde, je m'en ai afficher X et Y. Ben, pas besoin, on peut le faire en faisant ça, p.corde.x, p.corde.y. Ou bien, on va faire appel à la fonction. Ça a été fait. Ça a été fait. À quel niveau? À quel niveau ça a été fait? Avec la fonction Cordaha. On a déjà la fonction. C'est ça l'utilité de la programmation modulaire, d'utiliser des fonctions qu'on a déjà écrites. Donc, la fonction p.corde. Et j'affiche le nom également. Est-ce que vous suivez? Je mets un maille. Oui. Oui. Ben, de toute façon, vous reprenez la séance, Pierre, comment la deuxième séance? Ah, l'ashra, c'est ça. Hein. Ben, je ne veux pas faire vite ou vous n'allez pas comprendre. Mais bon, je vais regarder ce que je vous propose. Je vais vous mettre cette application dans votre classroom, même si je ne l'ai pas encore terminée. Mais croyez-moi, c'est très simple. Donc, la suite, vous pouvez comprendre si vous avez des questions. Mais sinon, je peux reprendre la semaine d'après. Mais normalement, vous pouvez comprendre comme la suite. Donc, afficher point entre la deuxième fonction, lire point. Donc, je travaille lire corde, elle va faire appel à lire corde. Regardez ce que j'ai, le détail que j'ai abordé tout à l'heure, l'adresse. Donc, essayez de revoir tout ça. Autant je vais reprendre. strcopy, faites attention, on va utiliser strcopy. On va dire pourquoi. Donc, vous allez écrire, définir des fonctions qui permettent de remplir un tableau de points, et l'affichage d'un tableau de points, tableau de structure, ce que j'ai expliqué au niveau de notre cours, avec la notion de tableau de structure, ça, ce détail-là, ce point-là. Donc, essayez de le faire, comme tout, essayez de le terminer, mais bon, voilà, et je vais m'arrêter. Vous n'allez pas pouvoir suivre en faisant vite, et je le reprends éventuellement. Juste d'acrony, rappelez-moi, surtout si vous avez réussi à comprendre ça, tant mieux. Si vous avez eu des difficultés ou des questions, rappelez-moi pour qu'on reprenne cet exemple-là. Ok, Yajmea, est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais m'arrêter là et je ne vais pas... Madame, tu as fait lire corde. Oui, allez. lire corde هذيك الفونكسيون. عيطني لها بالواحد في كي ديكلارينا فونكسيون حاطينا بوينتور، اما في كي عيطني لها في المين حاطين ادريس تو عاديه هذيك. بيان سور. علاش هذايا دونك تا كيسيون سي لو بوركوا لادريس معناها مش كنا نديكلاري بوينتور نحطوا فيه الادريس نتاع السي وبعديك نعيطوا لها بوينتور وهي بوينتور. اي تنجم تاخذ بوينتور. Oui, tu aurais pu faire ça, mais loué, pourquoi alors que احنا directement احنا on veut
lire coordonnées de quoi? De quelle variable de type coord? عندنا حاضرة سي معناتها عندها déjà une adresse. Pas besoin d'utiliser un deuxième pointeur. عندها معناتها كنت تنجم تعمل هكا coord étoile P هكا تحب تعمل انت هكا et P reçoit quoi كيف يا علاء اوكي مدام P reçoit quoi هاوش لو تحب تعمل P reçoit quoi علاء هاوش نفسر لك ادريس للسي هاي باش تلقى روحك تعدي لهنا فوالا هي بيدها شفتها سي لا انا عملت ديريكتومون لادريس دو سي voilà ok si c'est ça la question voilà la réponse de rien est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous avez d'autres questions non c'est bon voilà نخليكم là vous terminez votre journée bonne journée et à la semaine d'après بربي soyez un peu sérieux في les séances de TP hein انا راني هاني نقول لكم نعاودها toutes les TP راهو ça va être supposé fait يتخدموا ما يتخدموش راهو c'est à vous de voir vous n'êtes je sens un absentéisme énorme au niveau des séances de TP ما نتحملش انا المسؤوليه والأستاذ التي كيف يتحمل في المسؤولية sachant que par la suite vous avez des notes n'oubliez pas des notes في الTP une note de contrôle continu pour le semestre 2 نحكي ok donc soyez un peu sérieux ليكم انتوما راهم مش ليا حتى حد اخر عايشكم donc les séances de TP الكل ça va être supposé fait par la suite ومش لازم خدمتي لصالنا راهو la programmation ماهيش لي لصالنا. C'est pas à la veille de l'examen que vous allez réviser un devoir de programmation. La programmation, c'est un entraînement qui doit se faire chaque semaine, un tout petit peu chaque semaine. Donc, soyez un peu sérieux au niveau de vos séances de TPA. Comme votre travail individuel, essayez de travailler individuellement de façon autonome. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Voilà, je vous souhaite bonne journée et à la semaine prochaine. Madame. Bon, je vais... Oui, تفضل. كيفاش